Tu vois, je pourrais te dire le tournage de Max Boublil dont j'ai entièrement effacé la carte SD. Tu vois, j'aimerais oublier ce truc-là. T'as fait ça? Oui, monsieur. Max, pardon, excuse-moi. Vous avez forcément déjà regardé une vidéo YouTube réalisée par Florent Sabatier. La traversée de McFly et Carlito, le concours d'anecdotes du président, des sketchs sur Golden Moustache. Dans cet épisode de Pior, on retrace le parcours atypique de Florent, qui a connu les tout débuts de YouTube avec Greg Guillotin. Je pense que tes parents ils se posent des questions. Ils comprenaient pas, surtout que ils voyaient Greg, ils le voyaient débarquer avec son dauphin à la maison et tout. Donc... Mais Flo Sab, c'est aussi du cinéma, en tant que chef opérateur sur Abicyclette. C'était inracontable. Ce qu'on a vécu, c'est... J'ai pleuré dès le jour 1 derrière ma caméra, j'ai ri au jour 3, j'ai repleuré au jour 4, et puis après, peut-être mon premier long métrage aussi, ça va être quelque chose. Parce que là, ça arrive doucement. Je viens de signer... Ouais, on a 2 Cobb 300C. Ouais, trop bien. 2 Cobb 150C. Ouais, là, c'est un 150. On a toujours des panneaux LED de merde. On a acheté ce petit truc là qui fonctionne sur batterie. Le nez optique, c'est génial. C'est avec un nez optique que t'as pris en plus. Ce podcast va commencer par des mecs qui parlent de matos. Et ça me ressemble pas mal. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, on a des petits Nanlite. Pour faire les, trop bien. Ouais, ça c'est de la balle, les Nanlite. Moi, j'ai pas la marque Nanlite, mais j'ai New York. Ouais. Mais ça, franchement, ça fait toujours le taf, une petite... Ouais. Par contre, la batterie, c'est pas du tout des trucs sur batterie. Enfin, il y a des batteries internes, mais elles tiennent... Les batteries, c'est juste si vraiment t'es en dèche, mais en vrai, ça tient pas très longtemps. En fait, faut l'utiliser comme une minette, en fait. C'est des trucs qui... Ouais. Mm-hmm. Bonjour, Rémi. C'est toi qui rythme Laurie, c'est génial. Rémi, raconte-nous un petit peu comment tu es arrivé chez Golden Moustache il y a des années de ça. C'est moi qui t'interviewe. C'est toi, on a changé. Oui. Tu veux savoir la vraie histoire? Je veux. La vraie histoire, c'est que je sors de l'ESRA, je fais une première pige en régie avec un régisseur général qui veut pas du tout de moi. C'est la boîte de prod chez qui je fais le stage qui m'impose. Je quitte tout à Paris pour faire ce tournage dans le Nord. Okay. Et le gars m'accueille, il me dit super, merci, bah écoute, je te rappelle si j'ai besoin de toi. Et t'as pas fait le tournage? Et du coup, j'ai finalement fait le tournage, il m'a viré, il s'est fait virer, je suis revenu sur le tournage, et j'ai compris que je ne bosserai jamais à Lille quand même. C'était quoi le tournage? C'était France-Québec, une série réalisée par Jonathan Cohen et Jérémy Galland. Oh waouh! Ouais. Donc, incroyable. Je retourne à Paris, je fais 6 mois de chômage. Ok. Où j'ai rien. Puis je commence à avoir des petites pubs et tout, où je vais chercher des caddies. Je remplis un 22 mètres cubes de caddies de course pour aller sur un Intermarché à l'autre bout de l'Île-de-France. Ok. Et je repars pour rien du tout. Et je croise un gars qui est régisseur aussi, mais assistant régisseur. Et un jour, il m'appelle, il me fait « Rémi, t'aurais pas du boulot à me proposer ?» Je fais « Bah écoute... » Non, j'ai fait 30 heures en 6 mois, j'ai pas de boulot à te proposer. Il me fait « Ah bon ? Mais attends, mais moi, je refuse plein de trucs. Je sais pas pourquoi tu m'appelles pour avoir du taf. Enfin, je sais pas, t'as peut-être des super projets, je vais peut-être me greffer dessus et tout. » Et il me fait « Bah écoute, Rémi, si tu veux, j'ai des trucs, parfois c'est un peu de la merde, mais je te mets dessus. » Je fais « Mais moi, je prends tout ce que tu veux. » Et un jour, il m'appelle, il me fait « Bon, bah, écoute, c'est une petite boîte de prod, c'est pas vraiment de l'audiovisuel aujourd'hui, c'est un déménagement. » La boîte, elle s'appelle Golden Moustache. Ah, trop drôle. C'était les origines. Golden Moustache Origins. Voilà. OG, comme on dit aujourd'hui. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est qu'il y a Charlotte Thomas, avec qui j'échange. Charlotte Thomas qu'on embrasse, qui était l'une des piliers de la production chez Golden Moustache, avec Jérémy aussi. Je pense qu'elle a 80% des sketchs Golden de la chaîne YouTube qui a été produite par elle. Oui, elle a quasiment tout fait. C'était vraiment le rock. Et donc, du coup, on est 2 régisseurs, un qui est peut-être un peu sous substance, et moi, qui devait être vraiment l'assistant, la petite main en plus. Et finalement, elle s'est dit, il a pris les choses en main lui, alors que c'était censé être le gosse, juste qu'il allait transporter les trucs. Surtout que tu as encore une tête de gosse. Enfin, excuse-moi. Hein, ouais, maintenant, je le prends bien. Je pense que les gens, ils doivent encore se dire, Rémi, il a 25 ans, il débute dans le métier. Je pense qu'une semaine après, j'étais sur un tournage avec McFly et Carlito, justement. Ah, tu l'as pas bien dit du tout. McFly et Carlito. Ouais, mais t'as dit Marfa, j'ai l'impression, non? Marfa et Carlitoche. Et c'était pour UGC Ciné. Ok. Voilà. Il fallait arriver à 7h, je suis arrivé à 5h30. Ok. J'avais faim.
Ok. Voilà. Tu sais C'est que sympa. moi aussi, j'ai eu une période de disette incroyable au tout début. T'as vu, je te fais tout ton édito. Ouais, mais Je en te fait, fais il y a les quand même- il y a transitions. quand même tout un truc que je Je m'en préparais. bats les couilles de ces questions, tu m'entends? Non, oui, Ouais. avec grand plaisir, on va en parler. Ouais. Non, mais pour te raconter la petite anecdote rigolote sur le moment où moi aussi j'étais en dèche. Alors attends, ça s'est passé dans quel ordre déjà? Je sors de mon école de commerce. J'ai fait 4 ans d'école de commerce. Je sors de cette école de commerce en ayant fait genre 3 stages. Et en fait, chaque année, je devais faire un stage en fin d'année. Ouais. Et hormis le première année où on devait faire un stage ouvrier, donc j'ai fait vendeur dans une marque de luxe. Et c'était très chiant. Après, j'ai fait tous mes stages en audiovisuel. Donc la deuxième année, alors je sais plus dans quel ordre c'est. Deuxième année, je crois que je suis chez Studio Canal. Mhm. À l'époque où il n'y a pas de réseaux sociaux, je leur crée littéralement leur compte Facebook. Alors bon, aujourd'hui Facebook c'est dépassé, mais je crée le compte Facebook de Studio Canal pour te dire à quel niveau en fait on en était. Pour eux, les réseaux sociaux c'était has-been. Studio Canal quand même en plus. Studio Canal. Ouais. Et bref, et je suis chez Studio Canal. La deuxième année, je suis en monteur pour Le Point, Ouais. où je monte des petits contenus, des petits contenus à partir de vidéos du web. Donc j'allais sur Coréus, j'allais sur tous ces vieux sites, tu vois, qui sont encore des bangers, mais je récupérais toutes les vidéos un peu d'actu du jour et j'en faisais un petit montage, un petit zapping, quoi, en fait. Je montais le zapping du web. Donc ça, c'était en troisième année. Et en quatrième année, je rencontre un mec qui est devenu un peu connu entre-temps, qui avait lancé sa boîte de prod qui s'appelait Yes Yes Prod à l'époque, qui n'est autre que Grégory Guillotin, qui se faisait appeler à l'époque Grégory Oui Oui. Donc Yes Yes Prod. Ouais. Et Greg, on s'entend trop bien dès le rendez-vous du stage. Il a même annulé, je crois, derrière tous les autres rendez-vous qu'il avait, machin, et il m'a pris direct en stagiaire. Et je suis devenu le stagiaire de Greg pendant ma dernière année d'école de commerce. Et c'est comme ça que je suis rentré un peu sur YouTube. J'ai pas regardé. D'accord. J'ai pas regardé, je te jure. J'ai regardé derrière. C'est fou. Et en fait, avec Greg, du coup, on a fait les 400 coups, machin. Et pourquoi je te dis ça? Oui, parce que derrière ça, il y a un moment donné où je me retrouve, donc j'avais quand même commencé un peu à avoir du taf, mais en même temps, j'en avais pas encore assez. Et je me retrouve dans une période où je payais déjà mon loyer, enfin tu vois, j'avais des trucs, et j'ai zéro taf, et je me dis, bah tant pis, j'ai essayé, j'ai pas réussi ce métier, je vais essayer de faire autre chose, et Donc, donc... t'es déjà en train d'anticiper l'abandon, Ouais, la ok, fin. c'est quoi l'étape d'après Donc je me suis présenté chez Apple pour devenir vendeur chez Apple en me Apple disant... Genius, comment ça s'appelle Ouais, les Genius Bar, enfin les trucs comme Genius ça. Bar, Je passe un tour, j'arrive au deuxième tour, j'ai un rendez-vous à Opéra et j'ai jamais été rappelé. Et donc dans ce timing-là où genre je commence à me dire que tant pis, je vais abandonner le métier et faire autre chose, j'étais sur cinéaste.org. Je sais pas si tu te rappelles bien de sûr, cette bah, alors, plateforme. attends, on a fait la figuration, on cherchait tous du boulot sur cinéaste.org, Voilà. qui est une newsletter qui doit certainement exister toujours. Bien sûr. Je les embrasse d'ailleurs. Merci cinéaste.org parce que, alors attention, tu vas voir, la suite est drôle. Et donc, du coup, tu sais, sur cinéaste.org, tu avais toute la partie gratuite au début et puis après, en bas de mail, tu avais tous les trucs un peu rémunérés. Et là, je vois une offre de job de monteur pour la télé, pour des émissions de télé pas les télé hertziennes, mais La TNT. la TNT, Ouais. montage d'émissions pour la TNT. Et il y a juste écrit ça, monteur pour émission 52 minutes pour la TNT. Et l'offre est déposée par une boîte qui s'appelle J'ai la prod. Je me dis, ok, banco, tu vois, j'y vais et tout. Donc je réponds, ils me répondent, bah oui, viens dans nos locaux, dans le 15e, machin. Donc je me rends sur place. Et quand j'arrive sur place, genre le seul bouton qu'il y a sur l'adresse, c'est le X très reconnaissable de Marc Dorcel. Ok. Le X vraiment stamp, tu sais. Et là, je me dis, ah, ok, étonnant. Pourquoi pas? Et je me dis, il doit y avoir genre un deal, peut-être que le gars connaît un mec chez Marc Dorcel, et donc du coup, il leur prête des locaux, il doit y avoir un bail comme ça. Enfin, tu vois, à ce moment-là, je suis encore à milieu de me dire quoi que ce soit. Et donc, je sonne et tout, donc je rentre. Là, il y a effectivement une jeune femme qui doit attendre, je pense, pour un casting ou un truc. Donc, je me dis, ok, c'est drôle. Enfin, je me dis, l'anecdote est déjà marrante en tant que telle. Et j'ai un mec qui arrive, qui s'appelle Mathieu Blanc, que j'embrasse, avec qui on a passé des super temps à bosser ensemble. J'ai vraiment adoré. Ça a vraiment été un mec il avait une exigence très, tu vois, genre il pouvait te dire à l'image près si ton son était bien calé avec ton image, tu vois, en montage. Le nom me dit quelque chose. Alors, il y a deux Mathieu Blanc. Donc, le Mathieu Blanc, dont je vais revenir sur cette anecdote, et l'autre Mathieu Blanc qui produisait cette émission de C'est con, qui était à l'époque pour Dailymotion. C'est pour te dire que c'est vieux. Et c'était une série, effectivement, écrite par mon copain Loïc Bartolini, qui m'avait pris en chef-op sur toute une saison qu'on avait tournée ensemble en schlag complet.
mais ça c'est bien après. Et c'est sur ce tournage en 2015, du coup, où je rencontre Marie, ma chérie, qui était comédienne sur le projet. Et donc, voilà, c'est là-dessus qu'on se rencontre. Et depuis, il y a un enfant qui est né de cette relation de tournage. C'est magnifique. Voilà, mais revenons-en, et tu vas voir, la transition est terrible. Donc, ce Mathieu Blanc-là, en l'occurrence, l'autre Mathieu Blanc que je rencontre, il travaillait chez G La Prod. Et donc, je lui dis, mais c'est marrant, vous êtes chez Marc Dorcel et tout. Il me dit, nous faisons partie de l'entreprise Dorcel, puisque point G La Prod. Et là, j'ai compris, j'ai fait, ah oui, il y avait un point devant. Il y avait un petit point devant le G. Point G La Prod, oui, bien sûr. Et donc, en fait, c'était un jeu de mots. Et cette boîte de prod d'un autre gars que j'embrasse, qui est Fred Coppola, qui est l'un des grands réalisateurs de Marc Dorcel depuis des décennies. Et donc, qui a été pareil, un mec adorable. Ils m'ont vraiment appris des tonnes de choses. Parce qu'en fait, effectivement, j'ai monté des documentaires. Alors, je leur ai tout de suite dit, moi, je ferai pas de porno. Ça, franchement, c'est un endroit, c'est une industrie qui me dérange pour plein de raisons. Et encore plus aujourd'hui avec tout, enfin bref, tu vois, toute la libération de la parole des femmes, tous les trucs et tout. Moi, il y a des endroits qui me gênent un peu, mais en attendant, c'est quand même, voilà, une boîte avec qui j'ai bossé au moment où je pensais tout arrêter. Et en fait, j'ai monté 3 documentaires pour la TNT, mais tu sais, les documentaires, enfin, c'est pas du porno, c'est du mince. C'est du des documentaires ? Bah oui, en fait, c'était un documentaire sur le Cap d'Agde, un documentaire sur le salon du X, voilà, d'investigation, mais où t'avais pas de pornographie, c'est-à-dire que tu es dans l'environnement du porno, mais c'est pas de la pornographie. D'accord. Et donc j'ai monté 3 documentaires pour eux à l'époque. Donc voilà. Et ceci est une anecdote vraie, c'est pas genre. Et donc c'est. Je voulais te poser la question. Et c'est effectivement ce temps-là avec ces gens et enfin avec Mathieu, avec Fred, qui m'ont permis de continuer à bosser dans le milieu et de ne pas arrêter très prématurément cette carrière qui venait à peine de commencer. Et heureusement qu'il y a eu ça, parce que sinon je pense qu'effectivement je partais dans autre chose, tu vois. Et ça a été très exigeant, parce que comme c'était des documentaires pour la TNT, c'était l'exigence d'un documentaire télé. Donc en fait, tout devait être, enfin tu vois, l'édito devait être parfait. Donc même si le sujet de fond finalement était un peu trivial, très trivial, finalement tout le travail qu'il y avait en amont, c'est le travail de n'importe quelle prod et c'est le travail de n'importe quel monteur. C'est extrêmement précis. Comme je te disais, Mathieu, il était capable de dire là t'es pas calé sur la musique, et moi j'étais là mais si, je suis calé. Il me dit bah non, regarde, tac, ta musique elle est 2 images derrière. Oh, putain. Et donc cette exigence là a été ultra importante dans mes premières années de jeune réal, cadreur, chef op, monteur, whatever. Mais la première question que je t'aurais posée, déjà j'aurais fait une présentation. Vas-y, je t'en prie. La présentation. On est à 15 minutes. Vas-y, envoie la présentation. Bonjour Florent Sabatier. Salut. Ça, c'est vraiment quand je ne sais pas et on démarre. Salut Rémi Durieux. Connu pour réaliser pas mal de productions sur le web, notamment pour McFly et Carlito, que j'ai bien prononcé cette fois-ci, dont le concours d'anecdotes de Monsieur le Président de la République. Ça en fait partie. T'es passé par pas mal de boîtes avant de travailler un peu chez Golden Moustache, là où on s'est rencontrés. Ouais. Et t'as aussi fait de la fiction ciné. Oui. En tant que directeur de la photographie de À Bicyclette. Exactement. Dont le tournage est un peu particulier, tu pourras nous en parler après. Oui. Je passe beaucoup de choses parce que j'ai envie de te laisser la parole, ce qui est le cas depuis tout à l'heure. Moi, ma question, c'était... J'ai vraiment volé la vedette. J'ai pris le micro, j'ai dit Rémi, c'est moi qui gère le truc. Ma première question, finalement, c'était pourquoi t'as voulu faire de l'audiovisuel de base, avant tout ? Alors, ça remonte à il y a longtemps. En fait, quand j'étais tout petit, mon grand-père avait tout le temps une caméra sur lui. Genre tout le temps. Alors, il l'a eu, et avant même ma naissance et à l'époque de ma mère, il filmait tout en Super 8 à l'époque. Donc, il y a des cassettes et des cassettes de Super 8 que mon père est en train de digitaliser. Et d'ailleurs, c'est incroyable le résultat. C'est fou de retrouver ça. De voir ma mère petite, tu vois, en couche-culotte, alors qu'en fait, c'est rare. Autant nos enfants vont avoir beaucoup d'images de jeunes, autant ces générations-là, c'est très rare. Et en fait, après, il a eu une VHS. Et en fait, on s'amusait à s'imaginer des scénarios quand on était jeunes avec mes cousins dans les rues de notre village en Corse, enfin, du village dont est originaire ma grand-mère. En Corse, et donc on s'imaginait des scénarios, et donc on faisait semblant de se filmer avec la VHS de mon grand-père et tout, parce qu'on filmait même pas vraiment, et donc on s'imaginait des scénarios et tout, et donc ça vient de là. Après il y a aussi cette idée que assez vite j'avais un truc, c'est quand je lisais un bouquin ou quoi que ce soit, j'avais toujours des images très précises de ce que je voyais, je pense comme beaucoup de gens, mais il y a eu très vite un truc un peu flippant, c'est que comme je me suis vite passionné pour l'image, au bout d'un moment, même quand je lis maintenant un scénario, j'ai des valeurs d'objectifs, j'ai des types de plans, enfin tu vois, j'ai un truc très technique qui me vient en tête,
Mais historiquement, j'ai toujours eu ce truc de me projeter très fort dans l'imaginaire, dans l'imagerie des choses. Donc voilà, et je crois que j'ai toujours aimé raconter des histoires. Pour moi, en fait, on est un peu, nous, les faiseurs d'images, on est un peu les... Tu vois, à une époque, il y avait des mecs qui venaient dans des villages et puis ils te racontaient des histoires parfois qui étaient juste du village d'à côté, hein, et ils te passionnaient, donc vraiment des raconteurs d'histoires qui se mettaient au milieu de la place du village et qui racontaient des histoires comme ça. Moi, j'ai l'impression qu'on est un peu ça. On est les conteurs d'histoires des temps modernes. Et c'est ça qui me plaît, je crois, dans ce métier. Et donc, du coup, t'es corse. Oui, ma mère est corse. Et tu pars venir vivre dans la capitale. J'ai jamais vécu en Corse. C'est terrible, je sais. On en parlait avec Maxime Biaggi hier. Je n'ai jamais vécu en Corse, mais j'y passe tous mes étés depuis que je suis né. Et en fait, c'est un truc, c'est une phrase assez connue en Corse qui dit un Corse ne part jamais, il s'absente. Et je crois que moi, en fait, j'ai pas ça parce que j'ai jamais vécu là-bas, mais j'ai quand même un truc où chaque départ était un déchirement. C'était l'endroit où j'ai passé tous mes étés enfants, donc tu sais, c'est des core memories, quoi. C'est des souvenirs. Voilà, on m'a emmené au stade de Bastia quand j'avais 4 ans, donc 5 ans, donc tout de suite il y a une ferveur, il y a une passion, et après c'est très étonnant parce qu'en fait quand je suis au village, je connais tout le monde et tout le monde nous connaît parce qu'en fait on était les petits enfants de la famille Casanov, donc en fait tout le monde se connaît, tu vois, et en fait dès que tu passes dans le village à côté, je fais plus le mariole du tout parce que je sais qu'en fait c'est très, tu sais, un peu clanique la Corse. Donc en fait, moi, je connais mon clan, je connais les gens qui évoluent autour, mais en fait, dès que je passe dans un village à côté, je me considère pas comme Corse parce que j'ai pas d'accent, parce que j'ai jamais vécu là-bas et que voilà. Mais en revanche, je pense que j'en ai une partie des valeurs. Ouais. Et tu vas faire tes études, mais tu commences par du commerce. Ouais. 4 ans d'école de commerce. Pourquoi ? En fait, je pense que j'ai des parents pour qui le métier de l'audiovisuel n'était pas vraiment des métiers. Mm-hmm. D'ailleurs, quand je bossais avec Greg Guillotin, on utilisait beaucoup l'appartement de mes parents pour faire nos réunions. Et ce qui est drôle d'ailleurs, parce que Greg n'avait pas de bureau à l'époque. Et il habitait à Voilan, une espèce de ville dans le 78, oui, très loin. Et donc du coup, on bossait chez mes parents. Et mes parents comprenaient pas ce qu'on faisait. Et donc pour mes parents, c'était pas vraiment des études. Donc ils m'ont dit, fais une école de commerce, c'est le truc le plus large, comme ça au moins t'es tranquille, et puis tu pourras retomber sur tes pieds si jamais ça marche pas, quoi. Parce et que c'est pas con. S'ils te voient faire Benguy, la vraie vie de Benguy, je pense que tes parents ils se posent des questions. Ils comprenaient pas. Ils comprenaient pas, surtout que ils voyaient Greg, ils le voyaient débarquer avec son dauphin à la maison et tout, donc il y avait un endroit où 2 parents médecins, si tu veux, ils faisaient un peu genre. Mais j'ai des parents extrêmement, ouverts d'esprit. Ils nous ont laissé faire des teufs chez eux, ils nous ont laissé faire un peu les études qu'on voulait. Enfin, on a eu une liberté folle et une chance folle de pouvoir faire vraiment ce qu'on voulait, et parce qu'une école de commerce post-bac ça coûte de l'argent, et ils nous ont vraiment dit franchement vas-y, c'est ça. Et je dirais pas qu'elle a été rentabilisée, mais elle l'a été d'une certaine manière, parce que malgré tout c'est une école de commerce, celle que j'ai faite en tout cas, le MBA Institute, m'a quand même appris un truc, c'est apprendre à savoir bien se vendre donc savoir qui on est, savoir ce qu'on aime, savoir nos points forts et nos points faibles. Et je pense que ça, c'est un truc finalement presque de l'ordre de la thérapie. Mais il y a un endroit où c'était chouette. Et puis j'avais un prof qui lui aussi faisait du cinéma, que j'ai fait jouer dans le rôle principal d'un de mes premiers courts-métrages par la suite. Donc en fait, ça m'a permis quand même de faire pas mal de rencontres. J'ai rencontré un réal aussi qui s'appelait Cédric Apliquian, qui m'a vachement aidé au début de ma carrière, qui m'a vachement soutenu dans ces premiers courts-métrages. Donc en fait, ça a été quand même une espèce d'endroit un peu laboratoire aussi de mes premiers stages. Comme je te disais tout à l'heure, j'ai fait tous mes premiers stages grâce à et donc de savoir où est-ce que je voulais être. J'ai fait un peu de Studio Canal, un peu ah oui, j'ai oublié de te dire, j'ai fait aussi un peu de télé chez De Chavannes pendant ces stages-là. Mm-hmm. Coyote, exactement. Comment tu trouves toutes ces missions ? Alors, il y a eu une partie par cinéaste.org. Et l'autre partie, toutes les grosses boîtes, c'était sur les sites des boîtes. En fait, j'allais, tu sais, il y avait tous les sites sur TF1, sur machin. Ils te mettent tous les stages. Et donc Coyote, par exemple, c'était, je sais plus sur quel site, c'était soit TF1, soit France Télé, je sais plus. Et il y avait ce stage qui était répertorié sur leur plateforme. Et donc j'avais cliqué là-dessus. J'avais bossé avec une nana qui s'appelait Elisa Locke. Loquet, parce qu'il est italien. Et en fait, j'ai bossé chez Coyote, alors vraiment du stage de base, mais pareil, comme j'avais un peu d'artistique et tout, je leur ai refait un montage de bande démo, tu vois, de Coyote, la partie fiction de Coyote. Quand tu fais ça, c'est en discussion avec eux, ou tu viens de proposer ? Ouais, je viens de proposer. Ouais.
En fait, je viens, je leur dis, moi je fais un peu de montage, si vous voulez, je peux vous faire le montage de votre bande démo. Et donc j'avais passé des heures et des heures à regarder tous leurs films de fiction unitaires, tu vois, de Coyote. Et donc du coup, et derrière, je leur ai proposé, tu vois, un petit montage de bande démo, quoi. Ça me fait penser à un truc que tu as dit dans un autre podcast. Un light t-shirt. Non, peut-être, certainement. Light T'as t-shirt raconté ou alors que celui avec, ouais, t'as un de tes profs en master ouais. qui t'a dit qu'il fallait être débrouillard et poli. Ah bah ça, c'est mon prof de Master 2, parce qu'après l'école de commerce, je me suis quand même dit, il faudrait peut-être que je rebique vers le cinéma pour avoir un M2 qui ait du sens. Et j'ai postulé à un seul master, c'était celui-là. Il y avait genre 100 ou 200, non, 150 dossiers pour 20 élèves. Et je me suis dit, bah, si c'est celui-là, c'est celui-là. Et puis si c'est pas celui-là, j'irai bosser. Et donc ce master, c'est le master de François Garçon, qui est le M2 Cinéma, Télévision, Nouveaux Médias de la Sorbonne Paris Nouvelle, c'est la Sorbonne 3, où j'ai rencontré des tonnes de gens qui aujourd'hui sont partout dans le métier. Enfin, c'est assez bluffant de voir combien cette promo, enfin moi je suis trop fier de nous parce que tout le monde est allé là où il voulait. Il y a par exemple Ludovic Siger qui aujourd'hui est au Unscripted chez Netflix, producteur Unscripted chez Netflix. Il y a Idrissa Enro qui est devenu un énorme producteur de pub. Et voilà, enfin tu vois, et il y a Karine Prévost qui écrit pour Jonathan Cohen, pour Igor Gottesman, qui a écrit Les Lyonnes. Enfin tu vois, donc en fait, il y a Astrid Bordelot-Ochil qui est devenue directrice de prod, et c'est grâce à elle que je rentre chez Golden Moustache. Mais qui est dire de prod sur plein de projets, notamment Culte, etc. La série Prime. Enfin, tu vois, il y a des gens qui ont réussi un peu dans tous les métiers. Et en fait, moi, j'ai fait ce M2 avec ce François Garçon dont tu parles, qui nous avait, le premier jour, il nous dit, vous allez oublier tout ce qu'on va vous dire. Le seul truc que vous allez retenir, le seul truc qu'il faudrait que vous reteniez, c'est, pour réussir, il faut être poli et débrouillard. Et en fait, c'est fou comme c'est le truc que j'ai retenu. Et qui me sert au quotidien parce que je pense que c'est effectivement très utile. Débrouillard, en fait, c'est de dire, en gros, quoi qu'on me demande, si vraiment je suis incapable de le faire, je le dis, mais trouver une solution pour y arriver. Tu vois, et effectivement, moi, dans mes premiers jobs, et notamment avec un gars qui s'appelle Thierry Colby, que j'embrasse, sans qui j'aurais sans doute pareil pas fait ce métier. Parce qu'en fait, pareil, tu vois, après ce truc de Marc Dorcel et tout, je me retrouve dans une situation pareil, un peu encore précaire et tout. Et il y a ce Thierry Colby que je rencontre sur une avant-première que je fais avec Greg Guillotin. Parce qu'à l'époque, Greg Guillotin ne faisait pas que des vidéos prank, etc. Il était aussi avec sa boîte de prod, il essayait de faire rentrer un peu de thunes. Et donc, on faisait des avant-premières et on filmait des avant-premières, junket de presse, des trucs très simples, tu vois, comme ça, pour une boîte qui s'appelait People for Cinema, qui était l'équivalent de My Major Company, créé par Goldman, Michael Goldman. Et My Major Company, c'était, tu sais, cette espèce de boîte qui lançait des talents musicaux avec du crowdfunding. Et bah, People for Cinema, l'idée c'était on vous finance, on aide au financement des films avec des gens qui participent de manière crowdfunding aussi. Et si jamais le film fonctionne, les gens peuvent récupérer un peu d'argent sur. Ils deviennent actionnaires du film. Voilà, exactement. Ils devenaient, en fait, à l'endroit en fait, c'était à l'endroit de la distribution du film. C'était en fait, ils aidaient les distributeurs. Et donc, il y a des films qui ont très bien marché et qui ont permis de... Bref. Et donc, on faisait la sortie de ce film, qui était un film de Thierry Cliffat, Les yeux de sa mère. Et sur Les yeux de sa mère, on interviewe à la sortie des gens. Et j'interviewe ce gars, Thierry Colby, qui me dit, bah, moi, je connais le réalisateur, donc je vais peut-être pas être très objectif, tu vois. Et je lui dis, bah, vas-y, faisons quand même l'interview. L'interview se passe bien. Puis il me dit, ah, c'est marrant ta caméra, j'ai la même au bureau, machin. Je me dis, bon. Et je reviens le voir à la fin de notre tournage de Junket, enfin d'interview. Et je lui dis, salut Thierry, enfin voilà, je te donne ma carte au cas où. J'avais fait une carte à l'époque sur Vistaprint, comme tout le monde. Et je lui donne ma carte, je lui dis si jamais un jour tu as besoin d'un cadreur, monteur, ah bah c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, machin. Et genre littéralement la semaine d'après, il m'appelle, il me dit écoute, passe au bureau, j'aimerais te parler d'un truc et tout. Je viens, on papote, et il me dit est-ce que ça te dirait, j'aime bien ta manière de voir le truc et tout, est-ce que ça te dirait de venir à Cannes avec moi, j'ai besoin d'un monteur pour faire des sujets pour la chaîne américaine, et pour le rendez-vous d'exploitant, enfin bref, pour 2-3 autres clients qu'il y avait sur Cannes. Et donc, je lui dis oui. Il me montre un truc, je lui dis oui, je sais faire. Je ne savais pas faire la moitié des effets qu'il y avait dans la vidéo. Mais je me dis, je vais apprendre, je vais me former, je vais trouver un moyen, parce que c'est trop beau, je dois y aller. D'ailleurs, je crois que je rate l'anniversaire des 50 ans de ma mère à cause de ça, parce que j'étais parti au Festival de Cannes cette année-là. Mais je me dis, trop belle opportunité.
Bref, et Thierry, en fait, en gros, il était journaliste à l'époque et il m'a fait énormément bosser. J'ai rencontré, enfin, c'est vraiment le mec qui m'a mis le pied à l'étrier, vraiment, en tant que JRI. Et j'ai fait des années avec lui sur plein de projets, donc c'était trop bien. Débrouillard et Et poli. donc, débrouillard et poli. Et voilà. Et donc, il y a plein de trucs que je savais pas faire que j'ai appris avec lui. C'est ce qu'il faut faire. Hein. Voilà. Moi, quand j'ai été pris chez Golden, je savais tout faire à l'entretien. Et j'ai tout découvert la première semaine. C'est ça. Non, pas tout non plus. Mais c'était ultra formateur tout de suite. Tu passes d'une école de cinéma où on te donne des feuilles de service avec des plans de travail comme ça pour des semaines de tournage. Tu arrives sur un sketch Golden. Avec des budgets microscopiques, on t'apprend qu'il va falloir faire la déco tout toi-même et tout change quoi. Et finalement, moi, c'est le lab, je m'en souviens pour ça. Parce que autant les sketchs produits, je trouvais qu'il y avait un peu plus, c'était vachement carré quand même. Ça ressemblait déjà, vraiment à de la prod, tu vois, de n'importe quelle autre production sur laquelle je peux travailler depuis. Autant le lab, c'était tellement drôle. T'avais un chargé de prod avec toi pour tout faire. C'était en galère. On prenait le son en même temps qu'on faisait l'image. Et en même temps, c'était une super école, je pense, pour tout le monde, et pour les talents, et pour nous derrière la caméra. Pour rappel, le lab, en fait, c'était, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, il y avait Golden Moustache, quand on y pense, on pense à la chaîne YouTube, avec des sketchs qui sont plutôt bien produits, avec une équipe. De plus en plus, au fur et à mesure des années, on avait des équipes de 10, éventuellement, personnes. Ouais. Ça commence déjà à être un bon tournage. Le lab, on était 4. Ah oui, c'est ça. Avec quasiment aucune thune. Et fallait aller chercher dans le stock, la déco, toujours réfléchir aux sketchs, ceux qui sont possibles ou pas possibles de faire. Il y avait une vraie réflexion pour réussir à sortir 1 minute, 2 minutes exploitable en une demi-journée de tournage. Et tu avais ce truc, effectivement, de quand tu réussis au lab, après, on peut te faire passer sur la chaîne principale Golden, quoi, qui était quand même une. Enfin, c'était Golden Moustache, c'est quand même une chaîne de 3 millions, 2,5 millions, qui cartonnait des sketchs de fou. C'était vraiment cette époque, la belle époque du sketch, de la fiction, avant qu'on passe vraiment dans l'arrivée de Twitch, l'arrivée de tous, enfin, vraiment de la partie plus live. Mais c'était vraiment la Golden époque, entre ça et Studio Bagel. Il y avait vraiment ce truc du sketch et moi j'adorais cette époque et j'en ai fait pour Golden en chaîne principale, j'ai dû en réaliser 4 ou 5 je pense, dont un qui avait été sélectionné à l'Alpe d'Huez. Exactement, et un avec moi. C'est lequel avec toi, dis-moi? Le CV de Yes et Tom. Ah oui, t'avais fait une image canon. Ah ouais? Ouais, de souvenir, j'ai ce sketch avec Yes et Tom et je me dis c'est un des seuls qu'on peut produire avec le budget qu'on a, parce qu'on a plein d'idées, tout le monde a plein d'idées, mais c'était complexe, et t'arrives et tu sublimes le sketch. Ah ouais, c'est drôle, parce que j'avais l'impression d'avoir fait une image de merde, moi, tu vois. Non. Ah, cool. Pas du tout. Non, mais tu vois, il y avait ça, il y avait... Moi, ceux qui me marquent encore vachement, celui que j'avais adoré faire, c'était un de Amaury et Quentin. C'était... merde, putain. Le truc avec la capote, là. Bah, la capote. C'est le nom du sketch, la capote. Et j'avais adoré parce que pour le coup, c'était Nathan Henton qui m'avait fait l'image. J'étais réel dessus. Nathan, il avait fait une image de zinzin avec, comme d'hab. Nathan, c'est le chef-op historique de Golden. C'est un mec avec une flûte et un accordéon percé. Il te fait un orchestre, quoi. Enfin, il est capable de te faire des trucs incroyables avec très peu de moyens. Et il m'avait fait une image de zinzin sur ce sketch. Et j'avais adoré faire ce sketch. Il y avait Raph qui était dedans aussi, Carlito qui jouait un épicier zinzin. Enfin non, franchement, on avait fait et pour le coup, moi, ça reste vraiment une super expérience. Il y avait Lolo, Léonore Coste, il y avait donc Amaury et Quentin, il y avait Sal, il y avait plein de Nico Berno. Enfin, il y avait toute cette équipe. Et moi, franchement, ça reste des super souvenirs. Il y avait celui-là que j'avais adoré faire. Et l'autre aussi, c'est celui que j'avais adoré réel. On s'était trop marré. C'était... celui de Cavalier et Fabien Cavalerie. Ouais, Fabien Cavalerie, pardon. Les extraterrestres. Si les cours servaient vraiment. Si les cours servaient vraiment. Ok. Et c'était un truc en mode, tu sais, genre si la physique-chimie servait vraiment, si le cours d'histoire servait vraiment, et tu vois des situations de films d'action ou de films de thriller, machin, où effectivement d'un coup ils utilisent vraiment le cours appris il y a des siècles de physique chimie ou de machin. Ça c'était vraiment des super expériences. Et celui évidemment avec Francis Lalanne qui va à l'Alpe d'Huez, Hold Up. Tu fais des sketchs chez Golden, ça se passe bien. Ouais. Et puis tu vas suivre de Lascar. Je peux même te dire, j'en ai reparlé parce que là ça fait 10 ans cette année. Vous fêtez les 10 ans, c'est ça? Peut-être les 10 ans de la première vidéo que je fais avec Raph et David, avec McFly et Carlito, là en avril je crois. En l'occurrence, il y a 10 ans à peu près, Golden organisait son Golden Show, je sais pas si tu te rappelles, au Grand Rex. Tout à fait.
te rappelles de ça, où il y avait plein de sketchs inédits, d'autres sketchs déjà vus, et ils avaient réservé le Grand Rex, et le Grand Rex, c'était, pour moi, je pense, je sais pas s'il y en avait eu d'autres, mais l'un des premiers happenings réels d'une de ces plateformes web. Enfin, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas eu grand-chose avant, peut-être des meet-up, mais en événement comme ça, j'ai l'impression que c'est l'un des premiers gros événements où tu réunis autant de créateurs de contenu sur un spectacle. Peut-être que je me trompe. Hein. Il y avait le truc à Porte de Versailles, YouTube Creator Wix, quelque chose comme ça. Ouais. Mais tu vois, en termes de... Plus, comment dire, ça me faisait plus penser à un meet-up, ce truc-là. Mais... Où les talents signés. Voilà, ça. Là, c'est vraiment un show organisé par des talents web, mais en présentiel pour les spectateurs, quoi. Et en fait, comme à l'époque, j'avais pas encore réalisé de sketch pour Golden et tout, il me faisait faire beaucoup de making-of. J'avais monté d'ailleurs Huis, une série à huis clos, tu sais, où il y avait Nicolas Bernot, il y avait Adrien Méniel, et c'était réalisé par Valentin Vincent à huis clos, avec du coup, il y avait aussi, il y avait Hakim, il y avait OGG, il y avait notre copain Lucien Men, exactement. Et il y avait tous ces gens-là, et je monte cette série. Ah oui, ça, c'est une anecdote marrante. Je monte cette série, et en fait, j'ai très peu d'infos de Valentin. On me dit un peu, vas-y, monte le truc, démerde-toi. Et je monte, et en fait, comme j'ai pas d'infos, je le monte un peu à ma sauce, et en fait, ça lui plaît pas trop. Mais ça, on me le dit jamais vraiment, et je finis ma semaine de montage, et lui, il a dû repasser derrière. Mais malgré tout, de mes V1, il en garde quand même beaucoup. Et quand je vois le résultat final, je me dis, en fait, ça va, tu vois. Mais en interne, j'ai appris par la suite que ça bitch un peu sur ma gueule, et Valentin dit un peu en réunion, ce mec-là, on le prend plus, quoi, grosso modo. C'est bon, en fait, il est pas très bon monteur, machin. Mais je le sais pas, ça. Je le sais pas, tu vois. Et plus tard, je tourne avec Nicolas Bernot pour la première fois parce que je filme le mariage de Slimane Baptiste Beroun avec Sabine Perrault. Donc Slim, qui est quand même un des réals aussi historiques et un personnage de Le Visiteur du Futur incontournable. Voilà. Donc, et à ce mariage, je rencontre notamment Nicolas Bernot. Je lui dis, écoute mec, j'aimerais trop te mettre dans un 48 heures film project que je réalise à la rentrée en septembre. Est-ce que ça te dirait J'aime trop ce que tu... Et à l'époque, moi, je suis genre comme ça devant Nicolas Bernot. Tu vois, pour moi, c'est une rosta de fou. Et il me dit, ok, grave. Et il bosse avec moi. Et il me dit, mais putain, mais mec, en fait, c'est trop cool. En fait, t'es un super réal, t'as des super idées, c'est cool, tu diriges bien. Et je lui dis, mais pourquoi tu dis ça parce qu'en fait, moi, j'avais entendu parler de ton blaze dans une réunion Golden où on a un peu dit, en fait, où Valentin disait un peu, ce mec, il faut pas trop le prendre, tu vois. Et Nico me dit, moi, je vais leur redire. Je vais revenir en réunion, je vais leur dire, ce mec, il est génial, prenez-le s'il y a besoin. Et donc, Nicolas a fait ce travail-là chez Golden en réunion un jour en disant, moi, j'ai bossé avec Florence Sabatier, c'est un super mec et tout. Et donc, à partir de là, comme Astrid Bordelou était aussi déjà directrice de prod là-bas, ils ont commencé à me réintégrer un peu sur du making-of. Et donc, je reboucle avec l'histoire du Golden Show. Et donc, sur ce truc-là, j'avais fait un peu de making-of sur des trucs, notamment de Félix Guimard, des productions pour Fanta, avec Félix Guimard et tout. Et donc, ils me mettent en making-of dessus. Et je fais une vidéo making-of qui plaît, je crois pas mal, qui est encore sur Dailymotion aujourd'hui, le Daily de Golden. Et McFly m'envoie un message après le show, une fois que la vidéo est sortie, en me disant « Mec, t'imagines pas le souvenir de fou que tu nous as créé avec cette vidéo, bravo, c'est trop cool, bravo ». Et c'est de là qu'en fait les deux loustiques dont tu parlais au début, parce que putain c'était une longue anecdote pour revenir au machin, les deux loustiques m'appellent et me disent mec on a besoin, Nathan n'était pas dispo, parce que historiquement c'était Nathan Henton qui avait fait tout le Fat Show, et donc du coup Nathan n'était pas dispo, ouais, c'est Nathan Henton qui faisait toutes les vidéos pour Raph et David à l'origine, et Nathan n'était pas dispo, et donc ils me disent écoute Nathan n'est pas dispo, on aimerait faire, alors je crois que la première c'est Mesmerde 1, avec le grand chauve aux cheveux longs, et ils me disent viens on doit faire ce truc là machin. Ils me disent écoute on n'a pas de thune pour le moment, on lance à peine notre chaîne en solo, puisqu'ils étaient à l'époque, Raph était DA de Golden, et donc du coup ils étaient un peu comme ça à se dire on lance la chaîne machin, mais ils avaient envie de le faire, donc ils le faisaient un peu en plus de leur métier, tu vois, d'être DA chez Golden. Donc on part tourner une journée ensemble, où je leur filme Mesmerde. On était avec Florian Simon. Florent. En ingé son Florent Simon Flo Sim. Excusez-moi, je suis désolé d'intervenir. Flo, t'es un peu casquette, il faudrait relever l'axe. C'est terrible. Tu ne me parles plus jamais sur ce ton. Ça va pas ou quoi, Thibaut? Est-ce que Rémi, tu veux que je vienne? Viens. Je suis casquette. De quoi on parlait? On parlait de Golden, on parlait de McFly et Carlito. Ah oui, je rencontre les deux loustiques. Et donc, rencontre deux loustiques. Je pars sur ma C'est bien, notre podcast va être autant désorganisé qu'une intro de McFly et Carlito. Complètement. Et aussi longue.
certainement aussi longue. Et il me paye du coup vraiment au black en fait. Mhm. Genre les premières journées. Ah, on n'a pas le droit de le dire. On n'a pas le droit de dire qu'on est payé au black. C'était il y a 10 ans. Ouais. C'est bon, le fisc ne reviendra pas. De toute Merde. façon, c'était quoi? C'était 5 €? Ok. Non, en fait, bon bah, il me paye au lance-pierre. Ouais, et donc McFly et Carlito à l'époque me payent au lance-pierre. Mais vraiment avec leur argent perso, pas au black. J'ai pas dit ça. Et donc les premières prods vraiment c'est pour le coup c'est vraiment payé au minimum du minimum, tu vois, mais je me marre tellement que je me dis trop cool, et ils sont trop contents des images à tel point que du coup bah j'ai un peu, sans le vouloir et je m'en excuse, pris la place de Nathan, Mhm. qui de toute manière partait à cette époque-là sur plein d'autres projets. Il aime faire de la belle image, Nathan, donc en fait je pense que ces projets-là un peu schlag, ils commençaient un peu à saturer, et donc de Mesmer après j'ai fait le Hand Spinner, pour te dire l'époque du truc. On est tout de sperme à la base, enfin toutes ces premières vidéos que je fais avec eux, Mhm. et de fil en aiguille je suis devenu leur chef-op en chef, ce qui était assez impressionnant au début parce que c'était moi qui gérais toutes les listes matos. Au début c'était Raph qui faisait les listes matos avant les tournages, puis au fur et à mesure bah, il m'a tout laissé, mais c'est moi qui commence à tout faire, et voilà, et donc cette année ça fait 10 ans. Après il y a eu une grosse pause, ça me permettra de boucler sur l'expérience fiction, mais en 2021, on fait notre plus grosse année ensemble. Vraiment, on passe 80% de l'année ensemble parce qu'en fait, en plus de faire le président, en plus de faire la traversée à la rame et tous ces énormes projets de cette époque-là, Mhm. on a voulu faire à ce moment-là, mais Squeezie l'a sorti avant, un documentaire sur l'envers de la vie des youtubeurs. Ok. Et donc, j'ai filmé aussi dans leur famille, je partais en vacances avec eux, je filmais tous les offs des tournages. Ils font maintenant de manière indépendante avec leur contenu vidéo pour la chaîne secondaire qui s'appelle Insight. Mais donc, j'ai vraiment passé toute l'année avec eux. Et après, il y a eu 2022 où c'est pas que la relation a commencé à se tendre, c'est juste qu'en fait, moi, j'étais dans un moment de ma vie où j'attendais presque trop de ma relation avec eux. J'attendais trop de. Enfin, j'ai mis trop d'affect dedans. Et donc, il y avait plus de distinguo entre le taf et. Enfin, tu vois, il y avait un endroit où dès qu'ils me disaient un truc, je le prenais assez mal. Enfin, Mhm. c'est devenu un peu con. Mais vous deviez être épuisé après tout ce que vous avez fait. Ouais. Enfin, Ouais, pour moi, c'était l'époque qui n'est plus qu'un surenchère toutes les semaines à celui qui fera la plus grosse prod sur YouTube. Mhm. Et je pense que eux, ils étaient vraiment à l'initiative de ça. Toutes les semaines, c'était Monsieur le Président, la traversée, on repasse le bac, On lance un album de musique, enfin tout est. Ouais. Ouais. Et du coup, c'est avec cette sortie d'album de musique qu'il y a eu aussi la naissance de Thomas, le dernier fils de Raph. Et tout ça est arrivé en même temps, à un moment donné où les gars se sont dit en fait, on est en train de brûler Tout le monde. la corde par les deux bouts et en fait, on va craquer. Ouais. Et donc, d'ailleurs, Raph a fait je pense, un espèce de burn-out, effectivement, en tout cas un ras-le-bol. Mhm. C'est arrivé en même temps que le confinement, que le Covid. Parce que en plus non, de faire des grosses par exemple. productions, Ouais. vu que tu mets tellement d'énergie pour les faire, t'attends un résultat proportionnel à l'énergie que tu y as mise. Donc si t'as pas ce résultat, tu Exactement. Et tombes, quoi. en plus, ça arrive, enfin, en gros, ce moment-là, donc début 2023, quand ils font leur pause de 6 mois, là, où ils ont tout arrêté, avant de passer dans la nouvelle DA, en fait, c'est aussi l'époque un peu l'époque de l'apogée, ou en tout cas du lancement et de la. J'ai pas le bon mot, mais en tout cas, c'est le moment où les grands late shows YouTube, enfin Twitch en l'occurrence, commencent à exploser. Zen de Maxime Biaggi, Popcorn de Popcorn. Domingo. Donc Mhm. ça y est, le Twitch commence à vraiment devenir une plateforme sérieusement concurrentielle de YouTube à ce moment-là. Et les gars commencent à se dire, en fait, ils commencent à avoir l'idée de cette liberté chérie qu'ils ont appelée. D'ailleurs, j'ai filmé le rendez-vous avec Clara Lesage, la productrice de Unfold et historiquement de Mhm. Studio Bagel. Et je filme ce rendez-vous où ils se parlent de ça en se disant, en fait, je pense qu'on va faire un truc plus simple, où on n'est que nous, on revient à la base de notre machin. Je crois, enfin, je suis sûr même, je me souviens de cette réunion que je filme. Et donc, ils se disent vraiment ça, en fait. Et en fait, ils se le disaient. Et comme en plus, il y a eu ce moment où ils font ces 6 mois de pause, bah, d'un coup, ils s'arrêtent. Et quand ils reprennent, c'est pour reprendre la nouvelle DA posée. Et moi, quand ils reprennent, bah, je suis plus dispo parce qu'en fait, je suis parti sur le film à bicyclette. Mhm. Et donc, il y a ce truc où vraiment on a fait une pause, je pense, de 1 an.
Non, il y a eu les 6 mois, après j'ai fait Bizneuil, et après je suis parti sur mon film, et là ils ont commencé à prendre Augustin Bale, aussi ancien chef-op de Golden Moustache, pour me remplacer en fait, et ils ont aussi recruté quelqu'un en interne qui s'appelait Lian Backstage, Thomas, pour avoir vraiment quelqu'un de dédié à tout leur contenu, verticaux, etc., studio et tout. Donc en fait, ils s'étaient créé une nouvelle équipe, tu vois, cette nouvelle DA, ce nouvel endroit, le studio, le machin. Ils se sont créés une équipe. Et donc en fait, moi j'étais presque un peu en périphérique de ça, parce qu'en plus je suis parti faire autre chose et ça m'a fait beaucoup de bien parce que tu vois, j'ai pu me rendre compte qu'en fait, enfin en gros, j'avais presque plus de notion de ma propre valeur. Et donc de faire autre chose et de vivre autre chose, c'était super important parce qu'en plus, je crois que depuis toujours, moi, l'endroit qui me fait rêver, c'est quand même le cinéma et la fiction. Et c'est pour ça que j'ai adoré faire des sketchs chez Golden Moustache. Et donc et j'avais fait un court métrage aussi avec McFly et Carlito, Unboxing. Donc en fait, j'avais toujours ça à cœur et en même temps, YouTube a été et reste encore aujourd'hui une école de la vie et du métier incroyable. Enfin, je veux dire, avec les gars, j'ai appris beaucoup de choses de ce que je sais faire aujourd'hui, je l'ai appris grâce et avec eux, tu vois. Grâce aussi au fait que je suis passionné par l'image. Et donc, dès qu'il y avait un nouveau projet, une nouvelle dinguerie, ils me disaient, bah, on va faire ça, mais personne ne l'a jamais fait, bah, démerde-toi pour le mettre en image. Ok, trop bien. Je racontais tout à l'heure à un ancien d'ailleurs de Golden, Emmerich Missub. Tout le monde, j'ai complètement perdu de. C'est vrai il était là quand je suis arrivé, en fait. Voilà, bah, Emmerich, donc il faut que je reprenne contact avec lui. Qu'est-ce qu'il il vient est chef-op, non? Il est chef-op. Ouais. Ok. Et je lui parlais de ça, et je lui disais, bah, tu vois, sur des McFly et Carlito, j'ai utilisé des caméras de bodyguard. Donc les caméras qu'utilisent les mecs la nuit pour filmer si jamais ils se font emmerder. Les caméras des flics aussi, tu sais, c'est des petites caméras, machin. Ben un jour, Raph et David, sur Histoire Flippante, ils me disent, ouais, on aimerait filmer sans lumière, en infrarouge, mais une petite caméra, parce qu'en général, les caméras infrarouges, c'est souvent des caméras de poing que Sony, Canon, un peu grosses, quoi. Ils me disent, non, nous, on aimerait une GoPro qui fait de l'infrarouge. Ben, ça n'existe pas. Et donc, je me suis retrouvé à faire acheter une prod de ces caméras. Et en fait, elles sont très pratiques, parce qu'en fait, moi, j'ai vraiment à cœur de dire, la caméra ne doit pas imposer des choses à la mise en scène. C'est-à-dire que si la mise en scène doit être à l'iPhone, bah on filme à l'iPhone. On va pas commencer à filmer à la RED pour détériorer les images derrière et en faire des images d'iPhone, quoi. Je trouve ça débile. Moi, je suis vraiment pour que... Et puis, parce qu'en plus, l'usage n'est pas le même. C'est-à-dire qu'avec un iPhone, tu fais des trucs que tu fais avec un iPhone. Tu peux pas le faire à bout de bras avec une RED, avec un opérateur derrière qui gère le truc. Donc, en fait, ça, moi, c'est vraiment des apprentissages de YouTube qu'aujourd'hui j'utilise et qui ont fait que je suis arrivé sur la bicyclette aussi parce que, en fait, Martin Rougier, qui m'a mis sur le projet, connaissez mes deux palettes, mon côté envie de cinématographie et mon côté chef-op de l'extrême, capable de s'adapter à toutes les situations. Voilà, et c'est ce qui a fait que j'ai été sélectionné sur ce film-là en tant que chef-op, parce qu'en fait, d'un coup, le réal, il disait, on n'a pas de scénario, on ne sait pas ce qu'on va faire du jour au lendemain, on ne sait pas dans quelles conditions on va le faire, parfois on va être de nuit, parfois on va être à vélo, donc il nous faut quelqu'un qui soit adaptable, quoi. C'est un film que vous tournez sans repérage, Ouais. Sans scénario. Sans scénario. Il y a un script de base, il y a un synopsis. Non, le seul truc qu'on a, c'est on va traverser l'Europe avec deux gars, deux quinquas à vélo. Il n'y a rien de plus. Et vous savez pas où vous allez? On sait qu'on va à Istanbul. Et pour dormir le soir? On dort en tente tous les soirs, en camping. On est 5 à la technique. Il y a un régisseur général / directeur de prod. Il y a un assistant mise en scène / régisseur aussi. Il y a Manu qui est mon assistant cam / cadreur, homme à tout faire. Super photographe. Super photographe, Emmanuel Guimier, que j'embrasse. Et il y a Gilda au son, Gilda Préchac, qui me fait toute la prise son. Qui, pareil, a fait les 400 coups avec moi. On a fait des 48 heures ensemble. On a fait tous mes courts-métrages. C'est un mec avec qui j'ai fait des tonnes de trucs. Et moi. Et voilà, ça, c'est l'équipe technique. Et après, on part en mode schlag. On a des vélos qu'on a entièrement designés parce que ce que moi j'aurais voulu n'existe pas. On utilise du tracking déjà à l'époque pour faire en sorte que les caméras avec les Ronin puissent suivre les visages des mecs sur le vélo sans qu'on ait besoin de les opérer, parce que sinon c'est impossible. Dès que tu as un virage là, avec la force centrifuge, c'est impossible même avec un DJI transmission ou quoi, c'est impossible de suivre les mouvements, donc il fallait du tracking. Et après, on est en complète impro, c'est-à-dire que s'ils décident d'aller à droite, ils vont à droite et nous on les suit. Enfin, il n'y a aucun endroit où tu peux prévoir. En revanche, ce qui est génial, c'est que là-dedans, de trouver de la cinématographie là-dedans, c'est, je trouve très grisant, parce qu'en fait, d'un coup, tu
tu te rends compte que la fameuse phrase « la réalité est parfois plus forte que la fiction » est assez vraie et qu'en fait, là-dedans, je trouve que c'est génial de se dépatouiller pour te dire « Ok, comment est-ce qu'on trouve un beau cadre ?» Moi, je pense à une séquence notamment où ils s'engueulent au coucher du soleil. T'as vu la bicyclette ou pas? Bah, la fameuse séquence où ils se prennent la tête au coucher du soleil, là, qui pour moi est une des plus belles séquences que j'ai jamais filmées, et visuellement et aussi dans ce qui se disait. Bah tu vois, il y a des moments où je me disais ok, moi je veux isoler Mathias de Philippe parce que là ils s'engueulent, donc je veux pas qu'ils soient tous les deux au cadre en même temps, donc je disais à Manu, toi tu restes sur Philippe, moi je reste sur Mathias. Et à un moment donné, quand je commençais à sentir que le lien se recréait, que Mathias se disait bon bah je vais quand même appeler un camping pour désamorcer parce que Philippe il est flippé et tout, et bah j'ai commencé à remettre Philippe mais dans le flou, dans le fond de l'objectif, tu vois, dans le fond du cadre. Pour le faire exister au fur et à mesure. Et en fait, tout ça, moi je trouve que cette mise en scène à l'image que tu crées au fur et à mesure, sans repérage, elle est vachement forte parce qu'en fait, comme elle n'est pas réfléchie, elle est très instinctive. Et comme elle est très instinctive, finalement, elle raconte des trucs assez forts, je trouve. Pareil, tu vois, j'arrêtais pas de dire, Emmanuel m'engueulait au début, enfin m'engueulait, mais il me disait, mais t'es sûr, on va être à chaque fois derrière eux, c'est con. En fait, ils sont beaucoup arrêtés pour boire ou manger ou se poser devant des rivières ou devant des fleuves. Bah moi, tout de suite, j'ai dit, bah, on se met derrière eux. C'est-à-dire qu'on met notre plan large, dos à eux, enfin avec eux de dos. Et puis de toute façon, quand ils vont se parler, ils vont tourner la tête comme ça et comme ça. Mais parce qu'en fait, je trouvais ça beaucoup plus fort de se dire, même dans les moments où ils s'arrêtent, moi, je veux filmer ce qu'il y a devant eux. Je veux filmer la vie qu'il y a devant eux. Parce qu'en fait, sinon, ça n'a aucun intérêt. Si tu filmes des mecs à chaque fois en te mettant face à eux, certes, tu as plus leur visage, mais en fait, tu perds tout l'intérêt d'avoir la rivière derrière, tu la vois plus en fait la rivière. Tu peux te mettre de 3/4 un peu à la rigueur, mais dans ces cas-là pareil, tu perds, je trouve, l'intérêt de te dire qu'est-ce qu'il y a devant eux en fait. Et donc j'ai fait ça à chaque fois et je trouve que ça fait un découpage qui a du sens parce que d'un coup, bah, dès qu'ils s'arrêtent, c'est la vie qui continue même s'ils s'arrêtent. Et je trouvais ça fort. Voilà. Mais pour raconter un peu le tournage, il y a un moment, je sais pas pourquoi, c'est celui-ci qui m'a marqué, il y a un chemin, ils doivent passer un chemin, il y a plein d'eau et ils doivent traverser. Quand vous arrivez sur place, donc vous n'avez pas fait de repérage, vous arrivez, vous vous rendez compte, peut-être que vous vous dites ah bah c'est l'occasion de faire une bonne séquence. T'as vu le making-of ou pas? Non, j'ai pas vu le making-of. Parce que je raconte sa séquence dans le making-of. Ah bon, allons voir le making-of. Et sur Canal Plus aussi. Mais du coup, je vais quand même te poser ma question. Oui, vas-y, je suis désolé. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes là, vous n'avez pas répété. Sur le moment où vous dites ok, ça fait une super séquence, est-ce que vous la faites une première fois? Ah non. Non, vous la faites. Il n'y a rien du tout. Vous vous dites même pas ce qu'ils vont on se dire. arrive, on se dit intérieurement, moi, en plus, à ce moment-là, je suis pas avec Manu parce qu'en fait, on savait que la forêt était un peu trop bordélique. Donc Manu, il était de l'autre côté de la forêt en nous attendant pour faire des plans à la sortie de la forêt. Mais à ce moment-là, moi, je suis seul sur le vélo avec Gilda qui conduit le vélo et moi, je suis juste au Ronin. Donc je sors du vélo avec mon Ronin et puis je les vois commencer à se prendre la tête et même moi, je me dis mais comment on traverse? Enfin, c'est le bordel. Enfin voilà. Et ils se prennent la tête et ils passent une première fois. Tu vois, il traverse le truc. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois qu'il y a une histoire de Philippe avait oublié un truc. Donc il repasse de l'autre côté. Mathias se dit, bah, je vais pas le laisser tout seul repasser de l'autre côté. Parce que là, pour le coup, Mathias se dit, bah, si maintenant que le vélo, parce que nous, on avait un vélo électrique. Eux, ils avaient des vélos pas électriques. Donc nous, en fait, quand on est passé, on a flippé de fou. D'ailleurs, j'avais donné la caméra à Philippe, qui tenait la caméra pendant que nous, on passait avec notre vélo électrique. Mm-hmm. Et donc, en fait, mais toute l'engueulade qu'il y a avant, c'est genre, il n'y a rien d'autre que la vérité de eux qui se prennent la tête en se disant mais mec, on roule dans de la merde, moi j'ai un vélo pourri, toi t'as un super vélo. Et d'ailleurs, c'est coupé au montage, mais Philippe dit et l'équipe technique, comment ils font avec leur vélo électrique pour traverser. Enfin, tu vois, tout ça existe en vrai dans les rushs. C'est juste que c'est coupé au montage parce que on voulait vraiment faire un film et pas un documentaire simple où on existe nous en équipe technique. Et ça a été le rôle plutôt du making-of. Mais donc en fait, ils traversent, ils passent comme ça et tout. Moi, je les filme passer une première fois de dos. Et après, nous, on traverse. Et là, quand on traverse, bah, du coup, Philippe ayant oublié un truc, il repasse de l'autre côté avec son vélo. Il va savoir pourquoi, parce que je pense qu'il n'avait pas envie de se mouiller les pieds, même s'il était complètement mouillé. Et donc, une fois qu'il est passé, je pense que Mathias se dit, bah, tant qu'à faire, si on peut avoir le plan de face quand on retraverse la rivière. Donc, Mathias repasse aussi et ils reviennent une deuxième fois. Mais en fait, rien, si tu veux, n'a été... Enfin, on ne faisait rien pour le répéter au titre d'une séquence qu'on répéterait. On faisait juste... on filmait la vie, en fait. Incroyable. Et du coup, il y a une suite? Oui. Oh, il est bien renseigné, le monsieur. J'ai un peu d'ASMR. Encore une minute. Ça, c'est terrible. Je sais pas si quelqu'un écoute ça, mais c'est terrible. Il y a une suite, potentiellement. Oui. Je sais pas si c'est secret. Non, c'est pas secret du tout. C'est pas vraiment une suite.
En gros, Mathias avait 3 fils, Yuri, Joseph et Manolo. Donc Yuri s'est effectivement donné la mort 1 an jour pour jour avant le premier jour de tournage de la bicyclette. Et c'est pas à lui qu'on est parti avec le film à bicyclette, parce que lui avait effectivement fait tout ce trajet en vélo pour de vrai. Nous, on l'a pas fait pour de vrai. On a de temps en temps pris des bus, de temps en temps pris le train. Voilà. Mais donc il y avait Joseph et Manolo. Et Manolo, en fait, a 19 ans. Et il a une grande envie de changement de constitution, parce qu'il trouve qu'aujourd'hui, le débat n'est plus démocratique et n'est plus représentatif surtout. Il trouve qu'en fait, que ce soit l'Assemblée ou les ministres en général ne sont pas représentatifs de l'intégralité de la population, et surtout que notre démocratie est basée sur une constitution qui a été faite pour un seul homme à l'époque, pour le général de Gaulle, et donc a peut-être des limites aujourd'hui. Donc en gros, lui, il dit, moi je voudrais pas forcément être président de la République, mais je voudrais être nommé président pour faire venir une assemblée constituante qui va changer la constitution, et une fois que la constitution est changée, je dégage et je rends le pouvoir au peuple. En gros, c'est son idée. Voilà. Et donc en fait, avec cette idée, il a dit à son père, moi je vais partir chercher mes signatures pour pouvoir me présenter aux élections présidentielles et ramener le débat autour de la démocratie. Et son père lui a dit, bah oui, mais moi je viens avec toi. Et là d'un coup il s'est dit, bah si je viens avec toi, du coup c'est un peu finalement un nouveau film à bicyclette, c'est-à-dire un film de road trip d'un père et son fils qui se barrent pour aller chercher les signatures du fils. Et d'un coup, Joseph, l'autre frère, dit, bah, moi, je viens aussi, du coup. Et donc, d'un coup, ce film prend la forme. Alors, pour le moment, c'est un titre de travail, mais sans doute que ce sera le titre définitif. Le titre du film, tel que nous, on l'a tourné, s'appelle Mon fils président. Et donc, ça devrait sortir avant les présidentielles, évidemment, sinon ça n'a pas d'intérêt. Je vois d'ailleurs la V1 de montage, enfin, même, peut-être, moi, je pense même une V2, puisque d'ailleurs, le producteur est repassé dessus. Donc, une V2 ou une V3 de montage, en tout cas. Donc, vous l'avez déjà tourné? Il est tourné la semaine prochaine, le 3 avril. Mais le film a été tourné en octobre dernier. On est parti 4 semaines avec donc Mathias, Joseph, Manolo et Philippe qui accompagnait aussi en tonton soutien pour Mathias. Et donc on est parti à travers toute la France. On a commencé par le Nord-Pas-de-Calais chez Mathias et après on a suivi la côte. On est allé jusque dans le Cotentin. On a retraversé la France jusque dans les Pyrénées. Et voilà, et on a fait un film. Alors ce qui était étonnant, c'est que pour moi c'était plus dur qu'à bicyclette, parce qu'à bicyclette on avait tous une charge émotionnelle de se dire qu'on était sur les pas de Yuri, donc il y avait quelque chose d'assez beau qui se jouait à chaque journée de tournage, on était tous très soudés. Là c'était plus dur parce que ça paraît être politique, et qu'on le veuille ou non, dans le temps qu'on vit, on a tous un avis à donner sur ce qui se passe en ce moment, j'ai l'impression, parce que c'est trop important ce qui est en train de se passer en France comme à l'étranger. Et donc, il y a eu très vite des tensions liées plutôt à nos idéaux politiques. Parce que quand on part sur la bicyclette, on part pour aider un père qui traverse un deuil. Donc, il n'y a pas de sujet. On est tous d'accord sur ce qu'on est en train de faire. Là, il y avait quand même, tu vois, parce qu'on a repris la même équipe et tout, mais il y avait quand même des divergences, tu vois, sur comment aider Manolo ou pas, comment, au-delà même de ça, quel est notre rôle en tant qu'équipe technique? Est-ce qu'on est là pour l'aider et le soutenir, ou est-ce qu'on est juste là pour faire de l'image? Mais en même temps, c'est très dur de faire que de l'image quand tu es investi aussi émotionnellement et politiquement dans le truc. Donc ça a été un peu plus dur comme tournage, mais apparemment, de ce que Mathias m'a dit, c'est une très bonne comédie familiale. C'est beaucoup moins fort forcément qu'à bicyclette, parce que le propos est quand même différent, mais apparemment c'est voilà. Donc c'est pas vraiment, c'est dans l'héritage de la bicyclette, mais c'est pas vraiment la suite de la bicyclette. Ok. Si tu devais garder un projet de tous les projets que tu as fait, celui que tu raconteras quand tu seras papy. À bicyclette. Pourquoi? Parce que c'est inracontable. Ce qu'on a vécu, c'est j'ai pleuré dès le jour 1 derrière ma caméra, j'ai ri au jour 3, j'ai repleuré au jour 4, j'ai papoter pendant des heures avec des mecs avec une vie aussi passionnante que Philippe Rebaud, tous les soirs au camping, en schlag, avec, tu vois, en ayant nos couvertures sur le dos. Je suis allé dans un hôtel au bout du monde en Bulgarie parce qu'on s'était fait refouler à la frontière turque. On s'est retrouvé dans un hôtel. On a eu l'impression de dormir dans Shining. Enfin, on a vécu 10 jours à Istanbul, à Kadıköy. J'ai découvert une ville de dingue. Enfin, c'est un tournage qui est et puis même le résultat est tellement beau. C'est un tournage qui me marque. Il y a un avant-après bicyclette, quoi. Je dirais c'est celui-là. En numéro 2, je dirais la traversée à la rame avec Raph et David. Parce que pareil, il y a eu un avant et un après dans notre relation aussi. C'est un truc où
tu vis pas 2 fois des expériences comme ça dans ta vie. Ça a duré combien de temps le tournage? 3 jours, 3 nuits? Ouais, 3 jours, 3 nuits. Voilà, c'est un peu ces 2 expériences-là pour moi aujourd'hui. Et puis après, peut-être mon premier long métrage aussi, ça va être quelque chose. Parce que là, ça arrive doucement. Je viens de signer, enfin, il va être signé là dans les jours à venir, mon premier contrat d'auteur réel pour un premier film, ouais, Que tu as écrit. que je suis en train d'écrire sur ma grand-mère. Je te félicite. Je Merci. suis trop heureux pour ça. Ouais, merci Franchement, beaucoup. tu mérites Écoute, trop. on verra si ça se fait. Tu vois, c'est toujours pareil. Ce n'est que le début de la longue aventure de la fiction. Et donc, je suis tellement content de pouvoir continuer à côté de faire, de faire des conneries sur YouTube parce que c'est trop bien. Puis ça te Enfin, des libère. conneries dans le bon sens du terme. Ça te libère la tête dingueries. aussi. Ce qui est bien, c'est que c'est des projets qui sont un peu one-shot. Enfin, sauf une traversée de la Méditerranée, ça prend beaucoup de temps. Ouais. Mais les petits tournages YouTube, au moins, ça te permet de faire Ouais, des et puis, choses. et puis quand je disais des conneries, c'est des dingueries en fait. C'est-à-dire qu'on se marre quand même trop sur YouTube, que ce soit avec Jill C, là, la semaine dernière, on a tourné des contenus avec Sid tellement drôles. Avec Maxime Biaggi, là, on a tourné quelque chose d'assez dense aussi, très chouette pour Bouygues Télécom, avec le Don Giga, qui était vraiment très... Enfin, encore une fois, tu vois, ça m'arrive de temps en temps, et j'ai pleuré encore derrière la caméra parce qu'il y a un bénéficiaire qui nous a raconté son histoire et qui était ultra touchant. Ok, génial. Et en fait, moi, je crois que c'est ça que j'aime avec ce métier, c'est de vivre des émotions derrière cette caméra. Et je crois que d'ailleurs, c'est ce qui est génial dans mon retour avec Raph et David cette dernière année, c'est qu'en fait, comme j'ai décorrélé le perso que j'avais trop mis dans cette relation de boulot, même si on est des vrais potes et qu'on s'aime de fou, tu vois, mais en même temps, je sais aussi que ils ont leur vie, j'ai la mienne à côté, tu vois, et que avant, j'avais trop envie que tout soit tout le temps ensemble, tu vois. Et aujourd'hui, du coup, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus. Et donc, du coup, je me permets beaucoup plus d'être moi aussi. Et on se marre trop parce que du coup, dès qu'on est en vlog, dès qu'on est au plateau, je dis des conneries tout le temps. Et on se marre beaucoup plus Les garçons qu'avant. font participer, c'est ça qui est drôle. Ah bah, ça donne, ça humanise vachement leur contenu. Exactement. Et puis, je m'empêche plus de dire quoi que ce soit. Sauf quand je sens que c'est trop, tu vois, genre. Mais je m'amuse beaucoup plus. Je suis beaucoup plus moi, beaucoup plus libre. Et donc du coup, ça permet effectivement de travailler sur ce long métrage en même temps, en parallèle. Et c'est pas évident parce que, alors, je suis ravi d'écrire avec un copain, Jean Chaffard-Lusson, qui est auteur lui à plein temps. C'est vraiment son taf et qui a vraiment le cadre. Là où moi, tu vois, je suis là, j'ai écrit les premières scènes et je suis en panique parce que je me rends compte que c'est pas bon. Mhm. Mais en même temps, il me dit c'est normal. Il faut que tu te mettes le pied à l'étrier. La page blanche, c'est pas évident. Et en même temps, l'histoire, je la connais, c'est l'histoire vraiment de ma grand-mère, donc c'est un truc, tu vois, c'est grosso modo un intouchable à l'envers. C'est-à-dire qu'en gros, ma grand-mère, à la fin de sa vie, elle a perdu son autonomie et elle pouvait plus s'occuper d'elle toute seule. Et il y a un été où toute ma famille partant en vacances, elle allait se retrouver seule chez elle. Et il y avait une dame qui était une aide-soignante qu'elle avait à domicile, qui a donc proposé de la faire venir chez elle à Ivry-sur-Seine pendant l'été, parce qu'elle avait un lit médicalisé là-bas. Et parce qu'elle, elle pouvait pas venir vivre dans le 16e chez ma grand-mère. Et donc, ma grand-mère est passée d'un 200 mètres carrés seule à Passy à 45 mètres carrés avec cette dame dans un HLM, quoi. Et je pense que ça a été une expérience de vie très profonde pour ma grand-mère parce que c'est là qu'elle a décidé de partir aussi. C'est au 3e été qu'elle a passé là-bas, à Ivry, qu'elle a décidé de nous quitter chez cette dame dont elle était devenue très amie et très proche. Marie-Claude, et je pense que tu vois, j'ai envie de raconter ça en fait, de qu'est-ce qu'on fait de nos anciens dans cette société, qu'est-ce qu'on veut faire de nos anciens, et de montrer aussi ces femmes qui ont tellement pris sur elles toute leur vie pour des raisons différentes. Chez ma grand-mère, parce qu'en fait, voilà, il y avait trop de choses deep qu'elle a eu à vivre dans sa famille, machin, mais pour autant, elle avait tous les moyens du monde pour avoir des gens qui continuaient de s'occuper d'elle. Toute sa vie, elle a eu des gens qui ont fait un peu la cuisine, machin, et pour autant, elle a été très forte dans ça, parce qu'elle a vécu des trucs denses. Et du côté de Marie-Claude, bah, tu n'as pas le choix que de bosser, parce qu'en fait, tout le monde compte sur toi, en fait. Et donc, raconter les histoires de ces deux femmes qui ont des vies parallèles, mais qui ont un truc commun de ces femmes de cette génération qui n'avaient pas le droit de se plaindre. Et à côté de ça, qu'est-ce qu'on veut faire de nos anciens dans cette société où, en gros, quand tu as l'argent, tu t'en débarrasses et tu demandes à des gens de s'occuper d'eux. Et en même temps, bah, les gens qui s'occupent de nos anciens à nous, les gens un peu plus aisés, bah, ils doivent aussi pour autant s'occuper des leurs et ils n'ont pas les moyens, eux, de les mettre ailleurs. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait de nos anciens en fait? Mais aujourd'hui, c'est le problème de notre société, je trouve, c'est que on ne veut plus s'occuper des très jeunes et des très vieux. Il y a des trains maintenant à la SNCF faits pour ne plus avoir d'enfants dedans et les vieux, on les fout en EHPAD, quoi. Donc en fait, tu as un peu l'impression que il y a le monde des adultes, donc de tes 20 à tes 60 ans, des actifs, et puis après, les deux bouts de la vie, qui sont quand même les bouts de la vie très importants, enfin tu vois. Le début et la fin. Le début et la fin. Si tout va bien. Voilà, dont on n'en veut pas.
Et moi, je trouve ça terrible. Et donc, du coup, ce film va parler un peu de ce sujet-là. Et au-delà de ça, de l'amitié entre ces deux femmes issues de deux milieux très différents. Mais ça, c'est très intouchable, tu vois, pour le coup. C'est un super sujet parce qu'on est entre 30 et 40 ans, Ouais. tous les deux. J'ai défoncé le paquet. Mais il est là pour ça. Et c'est un sujet qui va nous arriver avec nos parents Bien sûr. un jour. Donc, en fait, il faut y penser, il faut prévenir, il faut en parler avec eux. Il faut savoir, c'est un peu morbide, mais il faut avoir un plan un petit peu de fin de vie et savoir comment les accompagner aussi bien que eux nous ont accompagnés pour notre enfance. Exactement. Donc, c'est le sujet de mon premier film, qui est en cours d'écriture avec F comme film. Le producteur Victor Livy et Jean-Louis Livy, Jean-Louis Livy, c'est par exemple, pour te donner, c'est quand même le mec qui a produit The Father, le film avec de Florian Zeller avec Olivia Colman et Anthony Hopkins, et qui a été oscarisé. Donc la boîte de production qui va produire mon film et qui était coproducteur de La Bicyclette est quand même une boîte de production oscarisée. Donc c'est pas mal pour commencer pour un premier film. Solide. Donc je suis trop heureux d'être avec eux, je suis trop heureux d'être avec Jean, mon auteur. Et maintenant, il n'y a plus qu'à. On a notre 10 pages de synopsis allongées. Maintenant, il faut écrire le scénario. Incroyable. Avant le 1er juin, elle avait un... A contrario, est-ce que tu as un projet que tu souhaites oublier? Ou le pire projet? T'es pas obligé de faire du name drop. Non, mais honnêtement, ça va faire con, mais en fait, ça va paraître un peu con ce que je vais dire. Ça va faire un peu genre... jolie phrase. Tous les projets m'ont appris un truc. Même les pires, tu vois, même les pires, entre guillemets, ceux qui m'ont fait le plus chier à faire. Tu vois, typiquement, les trucs, les prods un peu événementiels pour des boîtes de bobos relous qui, en gros, t'as le patron du financier qui vient te voir en disant moi, je peux faire la même chose que toi avec cet iPhone. Hein. Enfin, je veux dire, bah d'accord, bah fais-le. Et je me casse. Enfin, tu vois. Mais genre, ce genre de truc-là, ça m'est arrivé. Mais même là-dedans, tu vois, j'ai appris des trucs sur ce que j'aimais faire et ce que j'aimais pas faire. Donc... il n'y a pas vraiment un projet que j'aimerais oublier en tant que tel. Il y a des projets qui m'ont fait chier, que j'avais pas envie de faire, où je me levais le matin et je disais j'ai pas envie d'y aller. Mais il y a toujours eu un truc à apprendre de ça. En fait, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, il y a des projets relous à faire. Tous les jours ne sont pas fun. Et notamment au début, quand tu te lances, il y a plein de trucs relous à faire. Mais je suis vraiment partisan de l'apprentissage par le forgeron qui apprend en faisant, quoi. Et donc, en fait, je trouve ça vraiment important de faire des erreurs. Je trouve que et de rater des trucs. Tu vois, je pourrais te dire le tournage de Max Boublil dont j'ai entièrement effacé la carte SD. Tu vois, j'aimerais oublier ce truc-là. T'avais ça? Oui, monsieur. Max, pardon, excuse-moi. Mais il y a des projets comme ça, tu vois, des projets casse-pipe. Mais en soi, tout ça est un apprentissage. Et je trouve ça trop important de faire des erreurs. Donc, je te dirais, toutes les erreurs sont bonnes à prendre. Voilà. Et ton on-light est tombé là-bas. Enfin, il n'a plus de lumière. Depuis combien de temps? Il y en avait deux là-bas? Oui. Il n'est pas branché, alors? Ouais, Tu me permets de rebrancher tout ça? Vas-y, je t'en prie. Moi, en attendant que Rémi revienne, moi, ce que je voudrais juste dire, si j'ai un conseil à donner, je sais pas si c'était une de tes questions, si j'ai un conseil à donner aux jeunes créateurs, aux jeunes créatrices, aux jeunes vidéastes, aux jeunes gens qui veulent faire ce métier, entourez-vous de plein de gens de votre génération qui veulent faire ce métier aussi à d'autres postes, qui ont d'autres talents que le vôtre. Je parlais tout à l'heure de Gilda Préchac, d'Emmanuel Guimier. En fait, c'est des mecs avec qui j'ai commencé à faire mes premières galères de courts-métrages étudiants, de Nikon Film Festival, de 48 Heures Film Project. Et en fait, comme on est tous montés en même temps dans le métier, bah aujourd'hui, on a tous des compétences différentes et on s'entraide du coup dans ce truc-là. Et en fait, je pense que c'est une phrase un peu galvaudée, un peu... voilà, mais... il faut vous créer votre propre famille. Parce que je reçois beaucoup de gens qui me demandent s'il te plaît, est-ce que je pourrais cadrer pour tes projets et tout. J'adorerais vous faire travailler tous, mais déjà je reçois trop de demandes, donc c'est impossible. Et surtout, en fait, c'est très dur, à partir du moment où tu arrives à un certain niveau, de faire bosser des gens dont tu n'as encore jamais vu le travail, si ce n'est les showreels que vous m'envoyez, etc. Évidemment, tu vois, mais en fait, il n'y a pas que la qualité technique de quelqu'un, il y a aussi sa qualité humaine. Moi, c'est trop important. Et donc, en général, j'ai besoin un peu de rencontrer les gens
dans la vie de tous les jours avant d'être capable de les faire bosser. Et donc en fait, voilà, le seul conseil que je peux vous donner, c'est créez-vous votre famille, parce que c'est avec cette famille que vous allez monter et continuer de créer ensemble. Regardez-nous par exemple, Rémi, on se connaît depuis des années, et si jamais il m'appelle demain, je reviens bosser avec lui, parce que humainement aussi on se connaît, et il n'y a pas que le côté technicien. Donc voilà, c'était le petit conseil de Flossab. Merci, le temps que je rallume ceci. Et je vais super multiprise, mais finalement une multiprise qui m'a rien coûté fonctionne très bien aussi. Bien sûr que oui. J'ai un petit jeu pour toi. Vas-y. On est toujours en 2026. Ok. On est aujourd'hui. Ouais. Mais tu as 18 ans. 17, 18 ans. J'ai fait tomber une noisette. On est dans le monde d'aujourd'hui, donc, avec tout ce que tu en connais. Ouais. Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu repars dans le même milieu ? Quel est ton plan de carrière, si tu en as un ? Alors, je peux te dire un truc qui est chelou, mais je crois que j'essaierai de devenir créateur de contenu. D'accord. De commencer par la création. Parce qu'en fait, à l'origine, moi, je voulais faire des films, donc j'ai fait beaucoup de courts-métrages. Mais je crois que je ferai la même chose, mais en mode créateur de contenu cinéma. Donc j'essaierai un peu comme Esteban, que je trouve super, quoi, ouais, super créateur TikTok, avec Camille Laudru aussi. Je trouve qu'ils font un super taf. À chaque fois, c'est bien éclairé, c'est bien monté, les images sont belles et tout. Et je les connais pas du tout pour le coup. Je les connais que par le fait que je suive leur travail. Mais en gros, moi, je crois que j'aimerais bien être un peu ça, c'est-à-dire un créateur spécialisé dans le cinéma qui fait ses propres projets tout en parlant aussi. Tu vois, parler de matos sur Internet, donner mes tips de matos, donner mes tips d'angle de caméra, comment filmer telle scène. Je crois que je ferais ça. Ok, je vais recevoir Charles Chilet. Bien sûr. Tu connais ? Bien sûr, mais qui ne connaît pas Charles ? Un des meilleurs chefs-op, trip, voyage, mais aussi il fait aussi de la fiction avec Arthur Miller. Il a fait un super court-métrage. C'est le mec qui fait les plus belles images du monde pour Cyril MP4 aussi, dès que Cyril part un peu sur des gros vlogs. Charles, c'est vraiment un super créateur qui, en plus, en parallèle, lui, du coup, peut-être avec ces quelques années qu'il a moins de moi aussi, tu vois, a pu aussi prendre le temps de faire un peu les deux, c'est-à-dire faire de la prod pure pour des créateurs comme Cyril et en même temps faire ses propres créations à lui. Il est maquillé avec Canon sur plein de, voilà, sur du taf aussi, je pense, ils doivent, tu vois, faire du placement avec lui, etc. Donc, non, moi j'adore ce mec et humainement, pareil, super gars et qui bosse super bien, super images. Tu m'as fait l'intro. Charles. Est-ce que t'as un YouTuber, quelqu'un qui fait du contenu sur Internet, en tout cas, avec qui t'as jamais travaillé et avec qui tu rêverais de travailler ? Il peut ne pas être français. Forcément, ça ferait triper d'être chef-op sur une prod de MrBeast. Ça doit être incroyable à faire parce que c'est des tels énormes projets. Mais déjà avec Squeeze, en fait. La prod du train avec Squeeze, chapeau bas à Théodore Bonnet qui gère ça d'une main de maître parce que c'est quand même des énormes productions. Et pour le coup, ça demande une capacité d'anticipation, de réflexion énorme pour bien mettre ça en image. Est-ce qu'il y a un créateur ? Non, là, ça me vient pas particulièrement parce qu'en fait, en gros, moi, j'aime et j'ai aimé bosser avec tous les créateurs avec qui j'ai bossé et franchement, il n'y a pas quelqu'un qui me... Peut-être une prod pour MrV, ça me ferait triper, mais en fait, c'est pas tant... genre, je rêve pas... En fait, j'ai tellement bossé avec beaucoup de gens sur YouTube que en fait, je rêve pas de bosser avec un YouTuber en particulier. En revanche, si tu me dis un comédien en particulier, oui, là, il y a des comédiens avec qui je rêverais de bosser. Mais en créateur, non, pas quelqu'un en particulier. Ok. On arrive à la fin de l'interview. Oui. On peut te suivre sur les réseaux ? Oui. Florent Sabatier sur Instagram. Avant, j'étais à Flo Sabat, mais en fait, je suis repassé à Florent Sabatier. C'est drôle, tu l'as dit un peu de manière... T'es pas youtubeur, toi ? Non. Toi, à chaque vidéo, tu te demandes pas à ce qu'on s'abonne Non, abonnez-vous à moi. T'es discret, finalement. Bonsoir. Et là, c'est coupé. Là, sur ce que je viens de dire. Maintenant. Cut. Et non, on est encore là. Bonsoir à tous. Rémi, alors raconte-nous comment tu m'as... Non. Ok, donc pas de promo. Ben non, j'ai pas particulièrement de promo, si ce n'est aller voir à bicyclette. Je pense que c'est un film qui mérite d'être vu. Allez regarder le making-of que j'ai réalisé parce que ça vous racontera vraiment l'histoire du film et comment on l'a raconté. Et beaucoup de gens m'ont dit qu'ils avaient aimé le making-of parce que justement, c'est pas un making-of
tel qu'un making-of, c'est vraiment un film making-of. On raconte. Enfin, moi, je te spoil pas le truc, mais j'ai eu besoin de mettre des mots sur ce que j'avais vécu sur ce tournage. Et ça te racontera d'ailleurs un peu aussi pourquoi c'est mon tournage préféré. Parce que j'ai vécu vraiment un truc en tant qu'homme et pas que en tant qu'opérateur. Et voilà. Et pas besoin particulièrement de follow, si ce n'est kiffer votre métier. N'hésitez pas à... Non, en revanche, n'hésitez pas à commenter sur les vidéos de McFly et Carlito quand vous kiffez des trucs. Ouais, ça fait du bien. Parce qu'en fait, ça fait du bien de voir qu'il y a des gens pour qui l'image qu'on fait a du sens et parce qu'on se fait chier à le faire. Donc sachez qu'on essaie de faire le mieux possible à chaque fois. Et là récemment j'ai vu quelqu'un qui a mis un commentaire sur une vidéo et qui m'a touché parce qu'on a fait des petits ajustements de lumière et d'objectifs sur les dernières vidéos de Raph et David. Et quelqu'un a tout de suite dit mais le plan central est tellement beau. Et j'étais là, bah cool, ça se voit, ça veut dire que notre travail est vu. Donc voilà, c'est tout. Bien. Bon. Bah, merci Flo. Rémi, c'était trop cool. Eh bah, écoute. J'ai beaucoup trop dit de conneries, non? Non, je pense. Bon, on aura beaucoup de cuts, il y aura beaucoup de cacahuètes. Il y aura moi qui ramène les lights, il y aura Thibaut qui... Thibaut qui recadre, j'ai tes casquettes. Alors, super, merci beaucoup. De rien, merci à toi. Top.